marche de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est Pendant le 20h, Corsica 1919. On entre au chemin des dames. C'est le premier tome du western écrit et dessiné par Philippe Antonetti entre Grande Guerre et fièvre électorale. 14-18 encore, mais cette fois sur grand écran avec Xavier Affre qui nous présentera deux longs métrages, Les Gardiennes et Les Fragments d'Antonin. Et ce sera notre focus. Bonsoir Xavier. Bonsoir Caroline. Philippe Antonetti, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, j'accepte toutes les invitations. C'est très gentil. Bon, mais très bien. Alors, vous nous présentez Corsica 1919, on entre au chemin des dames, que vous avez scénarisé et dessiné. Nous sommes au lendemain de la Grande Guerre. Philippe débarque à Bonifacio avec 2 chevaux arabes. Il revient de Damas. Il a appris que le reste du monde était en guerre. Il veut rentrer chez lui. Et sur sa route, il rencontre Angiolino, un bandit meurtrier qui le plonge en fait dans une odyssée plutôt violente. Voilà pour le décor et les très très grandes lignes. Est-ce que vous avez pensé cette histoire, Philippe Antonetti, comme un western insulaire ? Non seulement je l'ai pensé comme un western insulaire, mais c'est la référence absolue. En fin de compte, je vais vous raconter un peu la genèse de ce projet. Bien sûr. Donc je me suis retrouvé du jour au lendemain avec 2 projets très importants qui ont capoté au dernier moment. J'avais cette idée d'histoire qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps. C'est le mélange de plein de choses d'ailleurs. Et je me suis dit, ben tiens, voilà, là je suis dans la merde, je tourne à vide, je développe. Donc j'ai écrit le synopsis et je comptais en tirer un scénario. Et puis donc j'écris un synopsis détaillé, je mets tout en... l'histoire tient la route, enfin il me semble qu'elle tient la route, et je me mets donc à écrire le scénario, c'est-à-dire à décrire les scènes les unes après les autres. Et puis à la première scène, je dis mais pourquoi je vais les décrire en les écrivant alors que ce sont des images qui me viennent. Donc voilà, j'ai préféré faire le storyboard avant d'écrire le scénario. C'est ça, parce que c'est pas vraiment une BD, c'est un storyboard. Non, c'est une adaptation en BD d'un storyboard. D'accord. Alors, on plonge dans cette Corse désertique, vidée par la Grande Guerre. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette période, en fait, noire ? Il y a énormément de choses. Il y a d'abord, il y a effectivement les récits familiaux qui sont donc prégnants sur mes 2 grands-pères qui ont fait la guerre, qui ont perdu leur frère, mon arrière-grand-père qui était maire au moment de la guerre et qui mettait une redingote pour aller annoncer les morts, et donc toutes les portes se fermaient sur son passage dès qu'il avait la redingote, enfin, etc., etc. Il y a une foule d'histoires, mais en réalité, le facteur déclenchant, c'est autre chose. Là, je livre un secret. C'est un livre qui est sorti dans les années 90-92, qui a été écrit par le Canadien John Saul. Ça s'appelle « Les bâtards de Voltaire ou les désordres de la raison ». Ça n'a absolument pas grand-chose à voir. C'est un livre sur la façon dont les élites technocratiques nous gouvernent. C'est-à-dire, ils font passer pour raisonnables et pensés les pires crapuleries qu'on puisse subir. Et dans ce livre, il prétend que la matrice de nos énarques actuels, c'est l'état-major de 14-18. Voilà. C'est-à-dire que c'est en 14-18 que l'énarchie actuelle, pas uniquement française, mais anglaise, américaine, enfin occidentale, a vraiment pris naissance. C'est-à-dire que pour notre bien, ils nous massacrent, ils nous prennent pour de la chair à canon, etc., etc., etc. Donc, c'était un sujet qui m'intéressait. Voilà. Alors, on voit que c'est très riche. Justement, cette guerre de 14-18, les 2 personnages, Philippe et Angiolino, n'y ont pas participé, volontairement ou pas. Oui, il a participé. Angiolino, il est déserteur. Oui. Il est déserteur. Donc, il a, par rapport à une situation donnée, il a réagi d'une certaine façon. Philippe, lui, il n'y était pas. Il y avait la guerre aussi en Syrie, qui était une colonie française. Il y avait Laurence d'Arabie, etc., etc. Mais il est passé entre les gouttes. Il est passé entre les gouttes parce qu'il n'était pas là pour faire la guerre. Lui, était là-bas pour acheter des chevaux. Voilà, il voulait acheter des chevaux parce que l'activité d'élevage des chevaux en Corse jusqu'en 1922 était florissante. Voilà. Et il y avait 30 étalons arabes et anglo-arabes pour 1600 juments par an. Voilà. Et là, on en vient à peut-être votre première passion, les chevaux.
c'est pas par passion que j'ai mis des chevaux, mais vous avez un lien particulier avec l'animal. Qu'est-ce qui symbolise le mieux que l'envie de liberté que le cheval? Donc voilà, un cherche sa liberté en explosant le système autant qu'il peut le faire. Et l'autre, il cherche la liberté uniquement en se raccrochant à ce symbole, à cet animal. Bon, maintenant, cet animal, oui, je le connais, ça fait plus de 50 ans que je monte parfois dessus, et ça fait plus de 40 ans que j'en élève. Donc, je commence à connaître à peu un près. petit peu. Pas vraiment. Il y a le grand écuyer portugais, Nuno Oliveira, disait, avec les chevaux, il faut 3 vies. Une pour apprendre à monter dessus, une seconde pour les comprendre, et une troisième pour apprendre à jouer avec eux. Voilà, moi j'en suis même pas à la fin de la première vie. Xavier. J'allais dire, les animaux, en plus, c'est les chevaux qui ont payé un lourd tribut pendant la Première Guerre mondiale. On l'oublie assez souvent. Bon, pas toujours bien traités, parfois, parce que bon, c'était vraiment là, les bêtes de somme pour porter canon, etc. Il y a un film de Spielberg dessus. J'avais hésité pour ma chronique, que je n'ai pas pris, Cheval de guerre. Cheval de guerre, oui, je l'ai vu. Voilà, qui est un beau film, mais bon, je ne suis pas fan absolu du film de Spielberg, donc je ne l'ai pas pris. Voilà. Pour une prochaine fois, peut-être. Voilà. Non. Ou pas. Non, d'accord, ok. J'aime quand vous êtes catégorique. Mais bon, comme ça. c'est intéressant de resituer, parce que bon, du coup, ça correspond à cette idée de liberté. Il y a des scènes très belles, au moins dans le film, on voit le cheval. C'est vrai que ça symbolise souvent dans les films, la littérature, l'envie de liberté. Dans ce cas-là, ça symbolise à la fois l'idée de liberté, à la fois un monde qui disparaît, parce que les chevaux, qui les avaient? Donc il y a les rapports des inspecteurs des haras de 1915, etc. Ils disent, bon, un tiers de la production, c'est pour l'armée, un tiers de la production, c'est pour l'export, et un tiers, c'est pour les besoins des bergers qui passent leur vie entre la plage et la montagne. Donc ils ont besoin d'être mobiles, et c'est donc toute une société qui disparaît en 1920, 1922. Voilà, il n'y a plus de chevaux, il y a des ânes, des mulets. Quand j'entends parler de sentier muletier, là où il n'y avait pas de mulets ni d'ânes, ça me fait un peu... Par exemple, il y avait autant de juments en 1800 à Ouchani que d'ânes dans toute la circonscription d'Ajaccio. Voilà. Et les juments et les chevaux étaient comptés à part, parce que ce n'était pas la même fonction. Les juments, c'était pour la reproduction, les chevaux, c'était pour les besoins. Donc voilà. Donc il y a toute une société qui meurt en 1920. Donc voilà pourquoi le cheval a encore un rôle important. Alors ce qui est frappant également dans votre BD, Philippe Antonetti, c'est la dureté, la violence aussi qui est omniprésente, et y compris chez les femmes. Dans ce premier tome, j'ai trouvé que seul le personnage d'Adina avait une forme d'humanité, quelque part. Sinon, tout est très dur. Tout est très dur. Je sais pas si vous... C'est l'époque qui veut ça, bien sûr. Adina est une réfugiée, c'est une migrante. Oui. C'est une migrante donc, qui est issue de ces Palestiniens qui ont trouvé refuge en Corse. Il y a eu des Serbes aussi qui ont trouvé refuge en Corse. Dans mon village, heureusement, qu'il y avait Ulutori, un petit docteur serbe, parce qu'il y avait la grippe espagnole, et donc il en est mort. Mais il a sauvé plein de monde aussi. Donc c'est une période très très dure. Une période extrêmement difficile. Il ne faut pas oublier non plus qu'en 1900, Clémenceau a dit qu'il n'y avait pas de pays plus misérable en Europe que la Corse. Donc voilà, c'est tout ça. Donc déjà, c'est un pays misérable. Et en plus, il y a cette saignée monstrueuse. Donc franchement, c'est un enfer. Et plus... Et c'est là qu'on va sombrer dans le grotesque, mais c'est pour la suite des événements, parce que, en fin de compte, c'est une farce grotesque, ce projet. Ça a l'air très dur, très violent, etc., mais c'est très dur, très violent, et en plus, c'est idiot. D'accord, voilà. Ce qui ne gâche rien. C'est la première étape pour un film? Oui. Pour une adaptation grand écran? Ça dépend pas de moi, mais enfin... Dans vos rêves les plus fous? C'est pas les rêves les plus fous, après tout, avec toutes les daubes qu'on produit. Je me dis qu'après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne sait jamais. Mais je le fais dans les conditions d'une future production, c'est-à-dire que je fais les repérages, j'utilise... par exemple, la suite va se passer dans un village. Ils arrivent dans un village, en gros, je déflore, ils arrivent dans un village où il y a un gros problème électoral. Donc c'est juste avant les élections législatives. Donc dans le village, les deux partis sont exactement à égalité. Enfin, en réalité, il y a le parti du maire qui a une voix d'avance.
Et il a père, c'est toi d'avance. Donc ils sont exactement à égalité. Et il y a le petit-fils de son... Du premier adjoint, généralement. Non, le petit-fils de son concurrent qui tombe gravement malade. Et le seul docteur, c'est le maire. Donc voilà, dilemme. Soit il le sauve et il risque de perdre les élections, soit il le tue et c'est une vraie crapule. Et ça, c'est d'après une nouvelle qui a été écrite dans les années 25-30 par... il signait Pierre Dominique, il me semble, et je crois que c'était Pierre Dominique Loukine qui était d'Olène, un truc comme ça. Voilà. Donc ça sert de trame à la suite. Donc voilà, et donc nos deux héros se retrouvent là-bas, mais enfin c'est bien plus compliqué que ça. On s'en doute. Est-ce que vous avez déjà une idée du casting ? Alors le casting, oui. Pour certains rôles, pour pas mal de rôles, j'ai des idées relativement précises. D'ailleurs, il y en a un qui m'en veut beaucoup. Parce que le docteur, justement, j'avais pensé à Paul Jancy, d'Avelette. Et d'ailleurs, c'est lui qui va être représenté. Enfin, là, je travaille sur la suite, et c'est lui qui est représenté. Et je l'ai vu la semaine dernière. Il m'a dit, oh, tu vas me tuer aussi. Je vais te tuer, mais je te promets que tu auras pas mal. Et à la réalisation, du coup ? À la réalisation, vous avez déjà eu... j'aimerais bien que ça m'échappe pas. Alors justement, il y a une réflexion. Quand on fait le storyboard, on s'aperçoit que on n'a pas le casting, donc on n'a pas la présence des acteurs, on n'a pas le rythme qui est donné par le montage, et surtout on n'a pas la bande son. Voilà. Qui rythme, forcément. Donc, qui est la mise en scène des émotions. La bande son, c'est ça. Et amusez-vous, regardez un long métrage et coupez le son. Vous allez voir comme c'est ridicule parfois. Vrai ou non ? Oui, alors ça peut être un avantage et ça peut être aussi un inconvénient parce que certains réalisateurs ne croient pas en la puissance de l'image. Alors on a des musiques, vous savez, comme je dis des fois à mes élèves, quand il faut pleurer, on nous met une petite musique pour dire « Oh, il faut pleurer ». On ne sait jamais si on n'a pas eu l'occasion de sortir les mouchoirs. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'une musique, c'est important. C'est très, très important. Autre particularité, Corsica 1919 est écrit en corse, sous-titré en français. Oui. Est-ce que vous imaginez le film en corse, sous-titré en français ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ou sous-titré en espagnol, en russe, oui, après, peu importe. Mais en tout cas, la version originale sera en corse. Quand je regarde Plus belle la vie et que j'entends les Marseillais parler comme à Créteil, franchement, ça me semble totalement hallucinant. Quand je vois certaines traductions de Camille Léré ou de Foïs, alors je ne parle pas de Quadrupagne, dont les traductions sont excellentes, mais celle de je ne sais plus comment elle s'appelle, Vitoz, il me semble, avec cette espèce d'utilisation pour traduire donc de l'italien sicilianisé ou sardifié, en utilisant des espèces d'expressions argotiques à la con. Je me dis, mais c'est ridicule. Il y a une folklorisation. Voilà, utiliser le français, ça ne peut que folkloriser. Donc, il faut trouver autre chose. Puis si vous voulez vous appuyer sur une réalité historique, ça paraît évident qu'en 1919, dans les années 20... Bien sûr. Ça me paraît difficile de le mettre en français. Maintenant, il y a eu un Jésus qui était tourné en araméen ou Apocalypto qui était tourné en langue amazonienne. Donc, je ne vois pas où est le problème, quoi. Il n'y a aucun problème, Philippe Antoniette. Il y aura 4 tomes en tout pour cette série. Est-ce que vous avez déjà la fin ? Est-ce que vous avez déjà tout en tête ? Ah oui, non, tout est écrit. Tout est écrit. Tout est écrit. Bon, maintenant, je fais le storyboard. Les prochaines sorties, du coup ? Alors, le prochain, il va sortir avant l'été. Avant l'été, là, j'en suis à entre le tiers et la moitié du storyboard. Bon, parce que il faut aussi que je paye les factures, donc je suis obligé de faire pas mal d'autres choses à côté. Et ensuite, oui, j'essaierai... j'espère que ça sera fini l'an prochain en octobre. Cette année en octobre. Cette année en octobre. En octobre, oui. En attendant, on reste sur grand écran avec vous, Xavier, et 2 films. Bon, je me suis modestement raccroché au thème de 14-18. Autant vous dire que 14-18 au cinéma, j'avais le choix de parler parce qu'il y a énormément de films, il y a beaucoup de films réussis, beaucoup de films moyennement réussis, de propagande, enfin ce que vous voulez. Et moi j'ai envie de revenir sur un film, je crois ne pas avoir parlé ici, le dernier film de Xavier Beauvois, Les Gardiennes, qui réunissait à l'écran quelqu'un dont on parle beaucoup en ce moment. Oui. Voilà, bon, Nathalie Baye et Laura Smet, on ne parle pas pour Les Gardiennes, mais pour autre chose. Et le film est intéressant parce que
Il s'appuyait sur un roman que moi je ne connaissais pas depuis dans les années 20 aussi, d'Ernest Pérochon. Et c'est la productrice, Sylvie Piala, qui a donné ce livre à Xavier Beauvois. Alors bon, on ne rappelle pas, hein, son grand film, il n'a pas fait que ça, mais Des hommes et des dieux notamment, ou Le petit lieutenant, avec Nathalie Baye aussi. Et il l'a gardé un petit peu sur sa table de chevet, ça faisait pendant quelques années, puis bon, il a fait autre chose. Et puis il l'a lu, et il a été très ému par ce livre. Alors on est en 1915, on est dans une ferme en France, on est très loin des zones de combat, puisqu'on rappelle aussi que la guerre de 14-18, il y a le front bien sûr, mais qu'à l'arrière, il faut continuer de vivre. Hein. C'est ce qui fait la différence avec d'autres conflits comme la Seconde Guerre mondiale par exemple. Et les femmes prennent la relève des hommes dans les champs, dans les usines, là, en l'occurrence c'est dans les champs, puisqu'ils sont partis au front. Et elles travaillent énormément, bien sûr, ce qu'on voit dans le film. La vie est rythmée, en gros, entre le travail à la ferme régulier et le retour de temps à autre en permission des soldats, alors du mari, du fils, du frère, de l'oncle qui est parti au front. Et puis, à un moment donné, la patronne de cette ferme, donc Nathalie Baye, embauche une orpheline pour travailler, pour la seconder un peu dans ce travail. Et à partir de là, il y a toute une histoire qui se met en place, bien sûr. Mais ce qui intéresse là Xavier Beauvois, bien sûr, alors certains ont dit c'est un peu lent, mais ce qui l'intéresse justement, c'est pas les conflits, c'est pas le combat. On l'entend, on le voit peut-être une fois dans le film, c'est assez rare. Un film sur 14-18 où vous n'avez aucun combat. Mais là, c'est l'arrière qui l'intéresse. Et puis, peut-être ça rejoint, alors c'est pas un cheval, mais c'est une femme, elle est assez extraordinaire d'ailleurs, c'est la vraie révélation du film, elle s'appelle Iris Brie, vous ne connaissez pas, c'est son premier rôle. Vous imaginez comme quoi ça tient à pas grand-chose. Elle a été, la directrice de casting la rencontre dans un magasin, une librairie, et elle lui dit, venez essayer le casting. Elle essaye, boum, elle est à l'écran. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire. Bon. Alors le tournage s'est fait en Nouvelle-Aquitaine, et il y a quelques libertés avec le roman d'origine, mais je trouve que le film est vraiment fort, émouvant et juste dans ce qu'il dit, bien sûr, de ces portraits de femmes qui sont un peu dans l'attente d'une mauvaise, vous l'avez dit tout à l'heure, de bonnes ou mauvaises nouvelles, malheureusement. Et on voit effectivement dans le film le maire de la commune venir annoncer, on n'est pas en Corse, mais ça, je pense que c'est général, malheureusement, venir annoncer le décès de telle ou telle personne. Donc c'est vrai que c'est assez tragique. On pense souvent, moi j'ai pensé en voyant le film, au tableau de Millet. Jean-François Millet, donc c'est un petit peu de ce côté-là. La directrice de la photographie a fait un travail extraordinaire. Elle s'appelle Caroline Champottier. Je trouve ça très très beau. On voit les couchers de soleil, les levées de soleil. Vous allez me dire, bon, on a déjà vu. Oui, mais je trouve qu'il arrive à filmer une espèce de campagne immuable qui ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on sent que, bon, on voit les progrès. On voit bien la révolution industrielle qui arrive avec des tracteurs, des engins. Mais ça reste un monde. Alors, quand je dis archaïque, je précise, encore traditionnelle, et c'est vrai que cette jeune femme qui arrive, elle est plutôt une femme en avance sur son temps. C'est-à-dire qu'en fait, elle est là aussi en train de s'émanciper. Et ça gêne un peu, donc il y a toute une histoire que je ne vais pas trop révéler là, mais c'est vraiment intéressant pour ça, parce que non seulement il y a des portraits de femmes, très beaux, et en plus, c'est le portrait de cette femme-là, en avance un peu sur son temps, qui cherche un peu à s'émanciper de toute tradition, c'est un peu lourd. Et elle y arrive plus ou moins. Voilà, donc c'est vraiment un film, pour moi, réussi. J'étais assez surpris. On le rapproche du dernier Coppola, Sofia Coppola, ou pas avec le portrait de femme. Oui, alors c'est très différent parce que les époques sont différentes, mais effectivement, oui, mais c'est tellement différent dans les contextes, mais c'est un peu le même propos. C'est-à-dire que ce sont des femmes aussi qui sont loin des zones de combat et qui attendent, qui essayent de survivre tant bien que mal. Oui, il y a quelques petites similitudes. Votre deuxième film. Alors celui-là, il nous intéresse peut-être un peu plus. Je ne sais pas si vous le connaissez, Les Fragments d'Antonin, il a une dizaine d'années. C'est un film de Gabriel Le Beaumain, qui est un Bastiais, qui est né à Bastia. Il a sorti un film sur la Seconde Guerre mondiale il n'y a pas très longtemps, Les Patriotes. Bon. Et là, dans ce film, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a un parcours assez intéressant, puisqu'il a effectué son service militaire dans la catégorie cinéma des armées, et il a eu accès à des archives. Le Vénard, parce que du coup c'est chanceux, des archives assez extraordinaires. Il a fait plein de documentaires et il s'est intéressé surtout au traumatisme de guerre, que ce soit de 14-18 jusqu'à la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe dans les années 90. Donc il a beaucoup travaillé là-dessus. Et en fait, il a mis près de 4 ans. Oui, ça peut être long. Il a mis près de 4 ans en fait avec 2 ans d'écriture de scénario parce qu'il cherchait un film sur 14-18 sur un conflit. Mais il voulait le faire de manière un peu originale. Et lui est venue un peu cette idée, sans doute suggérée par ce qu'il a vu, les documents, il a rencontré des psychiatres aussi qui lui ont parlé, sur les blessures intérieures. Et là, cet Antonin, en fait, si vous voulez, il revient des combats, il n'a aucune blessure, sauf qu'il a peut-être la blessure la plus importante.
elle est intérieure, hein, avec tout ce qu'il a vu, la boucherie, etc. Et il est confronté, enfin du moins il les rencontre en 1919, parce qu'on est à peu près là aussi la même année que votre storyboard, un médecin, professeur, qui lui se spécialise dans le traitement des chocs traumatiques. Le cas, évidemment, le passionne, donc il récupère cet Antonin, il essaye de voir un peu avec lui pour essayer de le libérer un peu de ces moments intenses. Et voilà, et le film est très beau, à la fois très original, c'est radical. C'est aussi émouvant, mais je trouve que c'est un peu ce que peut faire le cinéma français quand c'est du bon. C'est-à-dire ça tranche un peu avec ce qui se fait ailleurs. Je trouve ça vraiment intéressant, ça évite les clichés, il y a un vrai point de vue, donc c'est vraiment à découvrir. Ouais, la Grande Guerre, toujours riche. Oui, mais sans combat, parce qu'on les voit très peu encore une fois. Donc, comme quoi, c'est intéressant, je trouve. Parfait. Philippe, ça vous donne envie, ces deux films? Mais c'est bien présenté, au moins. C'est ça. Écoutez, merci Xavier pour cette superbe présentation. Philippe, vous êtes également dessinateur d'audience. Oui, je suis dessinateur pour édition aussi. Alors, pour ce point-là particulier, en France, donc les images et les caméras, les appareils photos, en tout cas, sont interdits dans les salles d'audience. Les appareils d'enregistrement. Depuis la loi du 6 décembre 1954, la raison est simple, il faut préserver la sérénité des débats et le travail de la justice. Alors, comment vous vous êtes retrouvé, vous, pour la première fois, dans une salle d'audience? Pour la première fois, mais grâce à cette station. C'était donc pour le procès Bonnet. Voilà. Ah oui, pas une petite affaire en plus. Voilà, j'ai suivi les 2 procès Bonnet, c'était en correctionnel, c'était pas aux assises. Donc les 2 procès Bonnet, la première, en première instance, ça a duré 3 semaines ici à Ajaccio, et puis l'appel 2 semaines à Bastia, où d'ailleurs la station était en grève. Moi j'ai fait les dessins, j'étais payé, mais ils ont pourri dans le coffre d'une voiture et ils ont pris l'eau, donc ils sont foutus, mais voilà. Quand vous dessinez dans une salle d'audience, est-ce que vous dessinez en tant qu'artiste ou en tant que journaliste? Ah, ça c'est une bonne question. C'est une excellente question. Alors comment je vais répondre à ça? En tant que journaliste. En tant que journaliste, puisque je fais état de ce que je sens. Ce que je sens, parce que je peux pas dire ce que je vois, parce que quand on prépare avec le journaliste, moi je sais pas du tout ce qui va se passer, mais donc je demande au journaliste ce qui va se passer, qu'est-ce qui va être intéressant dans la journée, qui va venir témoigner, donc voilà, je prépare mon dessin en fonction de ce que je sais. Ensuite il y a ce que je vois, donc ce que je vois, il y a différents éléments que j'essaie de mettre en forme au service du récit, quoi. Je raconte une journée, et il y a ce que j'entends aussi. Parfois, je sais que l'attitude ou que l'expression injuste au son de la voix. La voix me guide. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui rentrent, comme dans toute création de dessin, ou de texte, ou peu importe. Le dessin, c'est un moyen d'expression, c'est un langage. C'est un langage, donc là, c'est la restitution de quelque chose qu'on suit. Voilà, c'est un langage donc c'est du journalisme. C'est du journalisme, mais c'est aussi, on s'éloigne pas du dessin pur. Ce sont des aquarelles. Ce sont des aquarelles, oui, parce que c'est le moyen le plus rapide que j'ai trouvé au début, j'ai un peu tout essayé. J'ai essayé donc style bande dessinée, de l'encre, ensuite mise en couleur. J'ai essayé crayon de couleur, j'ai essayé des marqueurs. J'ai essayé tout ça, et puis je me suis dit, allez, on travaille sans filet, on y va, et je fais tout sur place. Est-ce qu'il y a des affaires ou des grands procès qui vous ont marqué? Toutes les histoires sont marquantes. Les assises, c'est vraiment un monde particulier. Ce sont des bouts de vie, ce sont des dérapages, ce sont aussi d'authentiques crapules, ce sont des malades qui devraient être à l'asile, enfermés, empêchés de nuire à vie, et puis qui se retrouvent. Je me rappelle d'un procès où, effectivement, le type savait qu'il avait fait une grosse connerie, mais il ne savait pas du tout pourquoi. Et ses explications, elles étaient hallucinantes. Le mec était complètement à côté de la plaque, il était vraiment fou. Et vous pourriez imaginer adapter une de ces affaires en BD ou en storyboard, comme vous l'avez fait? C'est mon projet... c'est un projet que j'ai
j'ai, mais ça c'est en BD, c'est vraiment de la BD. Ça va pas être le projet suivant, parce que le projet suivant est déjà signé et ça n'a rien à voir avec la Corse, et c'est avec un éditeur continental, mais le projet d'après, je ne dirai pas de quoi il s'agit, mais ça va être unité de lieu, unité d'action, unité de costume. D'accord. Ça va être qu'est-ce qui se passe dans la salle de délibération. Très bien. Mais écoutez, Philippe Antoinette, merci de nous avoir accompagnés durant cette émission. Revenez nous voir pour nous en parler. Écoutez, je ne refuse jamais une invitation. Écoutez, on vous reçoit avec grand plaisir, en tout cas. Xavier, merci beaucoup. À très bientôt. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt, dès demain d'ailleurs, toujours sur France 3 Corse via Stella. Merci beaucoup.